Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire co-organisé aujourd'hui entre l'ADEME régionale des Pays de la Loire et Novabuild. Depuis la COP21, nous savons tous qu'il faut établir des scénarios de réduction du carbone, filière par filière. Et dans cet esprit, l'ADEME a fait un très beau travail prospectif permettant à chacun d'établir sa propre trajectoire. Et c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais demander à Benoît Lacroix, directeur régional adjoint de l'ADEME des Pays de la Loire, et Jérôme Legal, président de Novabuild, de me rejoindre sur cette scène virtuelle, s'ils sont présents pour pouvoir vous faire le mot d'introduction. Alors, Benoît Lacroix vient de nous rejoindre et je pense que Jérôme ne va pas tarder. Benoît Lacroix, je vous Bonjour donne la Pierre-Yves. parole pour ce mot d'introduction. Bonjour Pierre-Yves, merci de me passer la parole. Alors, juste pour rappeler que le partenariat entre l'ADEME des Pays de la Loire et Novabuild est un partenariat de longue date qui fonctionne depuis donc très longtemps avec un certain nombre de sujets qui nous intéressent tous. L'ADEME a besoin effectivement de ce relais chez Novabuild aujourd'hui pour divulguer l'ensemble des messages qui nous concernent et notamment tous ceux de la transition énergétique. Les scénarios ADEME avaient initialement pour vocation de donner des éléments dans le débat présidentiel et donc de faire réagir les différents candidats sur nos perspectives de stratégie bas carbone à 2050. Le contexte géopolitique, le contexte n'a pas voulu finalement qu'on puisse réellement rentrer là-dedans. Par contre, on voit une demande aujourd'hui du terrain, que ce soit au niveau des collectivités, mais également au niveau des entreprises, de s'approprier en fait ces stratégies bas carbone, comme tu le disais Pierre-Yves. Et je suis très heureux aujourd'hui du coup d'être avec vous pour qu'on puisse vous présenter côté ADEME ces différents scénarios et notamment ceux en impact avec le bâtiment, que ce soit au niveau de la construction, des matériaux et de l'utilisation du bâtiment, où les impacts sont nombreux et représentent aujourd'hui quand même dans notre bilan bas carbone des impacts importants. Je remercie le travail des équipes ADEME qui ont contribué à ces scénarios parce que vous le verrez, ça nous a mobilisé pendant 2 ans et ça a mobilisé beaucoup de temps de nos collaborateurs en interne, mais également de partenaires en externe. Et je vous invite à la suite à prendre la tâche d'Alban notamment, qui va vous faire la présentation, qui est au siège de l'ADEME et qui va vous faire la présentation des scénarios bâtiments. Je passe tout de suite la parole à Jérôme. Effectivement, donc Alban Gaspard va nous rejoindre dans quelques secondes, mais en attendant, Jérôme Legal, président de Novabuild, co-organisateur de cette rencontre, pour le mot d'accueil commun. Un petit mot d'accueil, déjà remercier aussi l'ADEME de co-organiser ça avec nous parce que je dirais qu'on a vraiment besoin de leur soutien sur notamment technique et je sais qu'ils ont passé près de 2 ans pour aboutir à ce travail et c'est quelque chose que nous, on ne pourrait pas faire nous-mêmes en tant que Novabuild. Répondre évidemment à un objectif qu'on a tous maintenant en tête, la neutralité carbone en 2050, ça on est tous d'accord pour dire l'ambition est partagée. Pour autant, on sait bien que le chemin ou les chemins sont loin d'être simples et sont complexes même. Je suis chef d'entreprise, je suis aussi bien sûr président de Novabuild, mais avant tout chef d'entreprise. Et lorsque j'ai un objectif ambitieux, la première chose que je me pose, c'est comment, pour l'atteindre, je partage avec mes équipes la manière dont on peut essayer d'y arriver, quelles peuvent être les hypothèses. Et quelque part, c'est le travail qu'a fait l'ADEME de se poser les bonnes questions en disant OK, la neutralité carbone, mais comment, filière par filière, l'atteindre. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis très content de pouvoir présenter à ceux qui ne connaissent pas encore ces 4 scénarios parce qu'on avait eu le loisir lors de la dernière assemblée générale de Novabuild de faire travailler un peu nos adhérents sur ces 4 scénarios avec un exercice qui était assez sympa. On était par petite table de 8 et on avait une entreprise par table. Et on demandait aux gens qui étaient autour de la table d'envisager l'entreprise au travers d'un des scénarios pour dire voilà, cette entreprise, par exemple, de 20 personnes en électricité, qu'est-ce qu'elle deviendrait si on choisit le scénario plutôt X ou Y. Et c'était vraiment passionnant. Alors, sauf que ça a duré que 45 minutes. On est resté un peu sur notre fin, mais en tout cas, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça permet de mettre en mouvement l'intelligence collective. Et Dieu sait qu'on en a besoin pour trouver des bonnes réponses. Voilà. Donc, moi, je suis impatient d'écouter maintenant plus concrètement ces scénarios et je suis persuadé que ça va vraiment faire avancer le débat. Merci à vous. Bien, merci à tous les deux. Je vais tout de suite proposer à Alban Gaspard
de nous rejoindre sur cette scène virtuelle. Alban Gaspard, vous êtes ingénieur au service bâtiment de l'ADEME, pilote de la réflexion prospective. Et peut-être pour commencer, vous allez nous raconter comment vous en êtes arrivé là. Et puis petit à petit, on va rentrer dans les scénarios. J'indique tout de suite aux 70 participants qui sont avec nous en écoute que vous pouvez c'est un des gros avantages de la visio par rapport à une réunion en présentiel, c'est qu'on peut passer son temps à poser des questions sans interrompre les intervenants. Moi, je vais lire les questions qui vont être posées et puis, par intermittence, je les poserai à Alban et ça permettra d'éclairer le sujet. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alban, à vous la parole. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes et merci pour l'organisation de ce webinaire. Donc nous allons partir en 2050 aujourd'hui et nous allons nous intéresser au bâtiment. La façon dont on va dérouler la présentation aujourd'hui, on va le faire en plusieurs parties. D'abord, je vais vous rappeler la philosophie générale des scénarios de transition 2050. Vous allez voir, ce n'est pas que le bâtiment. Donc, juste pour se donner un peu les idées générales sur ces scénarios. Ensuite, je vous ferai un petit point sur la méthodologie, comment on a travaillé sur le volet bâtiment. Et puis après, on rentrera dans les scénarios et leurs résultats sur un certain nombre de points: construction neuve, rénovation, vie quotidienne, puits carbone, adaptation au changement climatique. Voilà pour le programme de la journée, enfin de la matinée, et on va commencer avec la philosophie générale des scénarios. L'idée des scénarios de transition 2050, c'était de réfléchir à 4 chemins différents d'atteinte de la neutralité carbone, en se disant que l'idée, c'est qu'il n'y a sans doute pas un seul chemin. Il faut explorer plusieurs scénarios possibles. Et donc, on s'est attelé à l'ADEME à faire plusieurs scénarios qui permettent d'illustrer le champ des possibles sur l'atteinte de cet objectif de neutralité carbone. Alors, pour rappel, la neutralité carbone, c'est quoi? C'est en 2050, ne pas émettre plus d'émissions carbone qu'on est en capacité d'en absorber. Donc, c'est vraiment on prend les émissions carbone et puis on retranche les puits carbone. Il faut qu'à la fin, ça fasse 0. Et les puits carbone, c'est quoi? C'est soit les puits naturels que sont les sols et les forêts, soit des puits technologiques que sont le captage et le stockage de CO2 et d'autres technologies encore moins matures. Voilà un peu la neutralité carbone. Et puis donc l'idée des scénarios, c'était vraiment de se dire, il y a peut-être différentes façons d'y arriver. Regardons tout ça et puis regardons ce que ça veut dire sur les ressources, sur l'économie, sur les modes de vie, etc. Allons voir un petit peu partout. Alors, donc, je vous ai dit, il y a 4 scénarios. Vous avez leur nom sur la diapositive. Je pense que vous les connaissez pour certains déjà. Génération frugale, coopération territoriale, technologie verte, pari réparateur. La philosophie générale des scénarios, c'est qu'on a 2 scénarios qui sont plutôt du côté d'un objectif de limitation des impacts de l'activité humaine sur son environnement. Ça, c'est plutôt les scénarios 1 et 2. Et puis, on a des scénarios qui sont plutôt du côté de la compensation des impacts, c'est-à-dire qu'on produit des émissions, mais on va les compenser derrière via des puits carbone. Et ça, c'est plutôt les scénarios 3 et 4. Si on regarde un peu le narratif des scénarios, le scénario 1, génération frugale, c'est un scénario de frugalité, de sobriété rapide. Donc dans les 10 prochaines années, une évolution rapide et massive de la société vers la sobriété, avec du coup aussi dans ce scénario l'idée qu'on va aller se réorganiser territorialement, revivre dans des villes moyennes, dans des zones rurales, etc. Et puis avec peut-être plus de localisme, on vous a mis aussi là, la consommation de viande, des évolutions massives dans les régimes alimentaires, etc. À l'opposé, le scénario 4, pari réparateur, c'est un scénario où on continue la consommation de masse, l'étalement urbain, etc. C'est un scénario très numérique avec une arrivée massive de l'intelligence artificielle, de l'agriculture intensive, etc. Ce qui nécessite d'avoir recours à du captage de CO2 dans l'air et donc des technologies incertaines. Entre les deux, vous avez le scénario 2, coopération territoriale, où là, on est sur de la sobriété, mais avec l'idée qu'on négocie cette sobriété. On prend en compte par la concertation les besoins des uns et des autres. Donc, on va peut-être moins vite que dans le scénario 1, mais on s'assure que l'ensemble de la société nous suit. Et puis, le scénario 3, c'est le scénario technologie verte, où on pousse au maximum le curseur de l'efficacité
l'efficacité énergétique, etc. Avec des technologies, un recours important à des technologies de décarbonation. C'est un scénario aussi de métropolisation, on y reviendra tout à l'heure parce que pour le bâtiment, c'est pas anodin. Et puis on continue à consommer, mais on consomme des produits plus verts. Voilà un peu, là c'est vraiment à très, très grands traits bien évidemment, mais pour voir un peu la grande logique des scénarios. Alors chaque scénario, c'est une montagne à gravir. Aucun n'est simple. C'est juste que c'est pas la même montagne à gravir dans chacun des scénarios. Le premier scénario, c'est le défi, c'est réussir l'évolution rapide et d'ampleur de nos modes de vie. Le deuxième, c'est réussir l'évolution concertée et d'ampleur de nos modes de vie. Le troisième, c'est trouver la ligne de crête entre la décarbonation de nos activités, mais sans modifier en profondeur nos modes de vie. Comment est-ce qu'on arrive à trouver cette ligne de crête? Et puis, le quatrième scénario, c'est réussir l'innovation technologique d'ampleur pour ne pas avoir à modifier nos modes de vie. Vous voyez, aucun scénario n'est simple, chacun a ses défis spécifiques. Et enfin, pour cartographier les scénarios sur des leviers qui sont ceux de la transition qu'on a l'habitude de manipuler, vous voyez qu'on a la sobriété, l'efficacité énergétique matière, l'énergie décarbonée, les puits carbone. Le scénario 1, c'est celui qui est au maximum sur la sobriété, au minimum sur les puits carbone. Le scénario 4, c'est l'opposé, au maximum sur les puits carbone, notamment techno, pas de sobriété. Le scénario 2 est celui qui est le plus équilibré quelque part entre les leviers. Le scénario 3, c'est celui qui met le paquet sur l'efficacité, l'énergie décarbonée et qui a quand même besoin d'avoir un recours au puits carbone. Ce qui fait que quand on regarde les résultats, alors là, c'est vraiment les résultats pour l'intégralité de la société française, hein, pas pour le bâtiment, mais pour tous les secteurs, industrie, transport, système énergétique, etc. Vous avez sur la gauche de la diapo les résultats en termes de climat. Donc, on est en 2050, on prend une image, une photo des émissions carbone. Vous voyez que le scénario 1, c'est un scénario où on arrive à la neutralité carbone, même voire un petit peu plus. On se prend une marge de sécurité liée au fait que l'évolution du climat sur les forêts, c'est pas quelque chose de certain. Donc, on se prend cette petite marge de sécurité et on arrive du coup à la neutralité carbone via des puits carbone naturels seulement. Et à l'opposé, le scénario 4, on a des émissions carbone qui sont plus importantes, des puits naturels qui sont moins importants pour des raisons d'exploitation de la forêt. Et donc, du coup, on a un besoin de recours à des puits carbone technologiques importants. Voilà un peu pour vous donner une image globale. En termes d'énergie, vous voyez qu'on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur en termes de réduction, puisque le scénario 1, c'est une réduction à peu près de moitié de la consommation d'énergie finale de la société française en 2050. Alors voilà un peu pour vous brosser la grande philosophie des scénarios. Et je pense qu'il y a peut-être des questions qui sont apparues dans le chat. Et absolument, Alban, mais merci beaucoup pour cette première présentation. On va faire une petite pause questions-réponses. D'abord, un point technique ou pointu sur la géothermie. Hélène Gallia se demande pourquoi est-ce que ça apparaît pas, et notamment dans les technologies de décarbonation. Alors, la géothermie est bien une des technologies qui apparaît. On ne vous a pas listé là dans la diapo où on vous donnait les grands traits des scénarios. Bien sûr, on ne pouvait pas tout mettre, mais oui, la géothermie, et notamment dans le bâtiment, les packs géothermiques sont des équipements auxquels on a recours dans les scénarios. On y reviendra tout à l'heure sur la décarbonation des vecteurs du chauffage. Après, il y a une question sur la neutralité carbone 2050. Vous l'avez dit rapidement, mais peut-être que c'est l'occasion de recreuser ça. La neutralité carbone, ça dépend de ce qu'on est capable de réaliser comme puits carbone. Et ça rejoint peut-être le débat sur le zéro artificialisation net. Si on n'arrive pas au zéro artificialisation net, ça change le curseur et peut-être que ce n'est pas 2 tonnes de carbone qu'on devra émettre par habitant, mais peut-être 1,5. Tout à fait. C'est toute la difficulté de la transition qui est quelque chose de systémique. C'est que si, et notamment les enjeux d'artificialisation des sols, de construction neuve, etc., ça vient artificialiser des sols qui pourraient être utilisés en puits carbone. Donc en fait, il y a toujours cet équilibre à trouver. Vous le verrez tout à l'heure sur les questions d'artificialisation. Plus on construit, plus on artificialise. Jusqu'ici, je pense que voilà. Et donc, du coup, plus il va falloir trouver des sols à renaturer pour faire des puits carbone, sachant que
à ce stade, on ne sait pas si on a la possibilité de le faire, enfin de trouver ces sols, et par ailleurs de les retrouver d'une qualité équivalente à des sols qui n'auraient pas été artificialisés. Donc il y a effectivement ce jeu-là qui est extrêmement important à avoir en tête sur le bâtiment, parce que le bâtiment est un des premiers contributeurs à l'artificialisation des sols. Et donc, ça joue sur cette question du facteur 4, facteur 6 de consommation énergétique ou d'émissions de gaz à effet de serre, parce que suivant ce qu'on sera capable de stocker, c'est ce qui nous restera à pouvoir émettre. Est-ce que là-dessus, dans vos différents scénarios, vous prévoyez ces différentes possibilités d'émissions de gaz à effet de serre? Oui, tout à fait. En fait, vraiment le travail qui a été fait dans Transition 2050, ça s'est fait par itération, hein. On n'a pas fait qu'un seul run de modélisation. Au début, ça ne matchait pas, et puis à la fin, on arrive à peu près à équilibrer émissions et puits. Et vous l'avez vu sur la diapo, le scénario 4, c'est un scénario où il y a beaucoup d'émissions, donc il faut trouver beaucoup de puits. Donc se pose la question aussi de quelle est la capacité technologique à absorber les émissions. Bien évidemment, sachant que c'est des technologies qui sont à l'heure actuelle peu matures, reste quand même, enfin voilà, c'est pour ça que ce scénario il s'appelle Paris technologique, hein, il porte bien son nom. Donc selon nos capacités à absorber, on peut émettre plus ou moins. Mais justement, certains se demandent, dans les débats classiques, si les scénarios 3 et 4 sont tenables. Il semble très optimiste, ou il semble caresser les gens dans le sens du poil en disant c'est faisable, on peut continuer à fonctionner sans changer grand-chose. Vous, votre sentiment là-dessus, c'est des scénarios qui sont du même niveau que les deux autres? Alors nous, notre travail à l'ADEME, il consiste à poser les options pour engager le débat, et on ne prend pas parti pour un scénario ou pour un autre. Par contre, on montre les limites et les bénéfices de chacun. Et chacun a des limites et des bénéfices. Vous voyez qu'un scénario très sobre, c'est des évolutions radicales de mode de vie très rapides, donc avec des bénéfices et des limites. Un scénario très techno, c'est des millions d'euros d'investissement dans de la R&D, etc., avec des bénéfices et des limites. Après, à chacun, bien évidemment, de se faire son opinion. Alors après, il y a une question sur l'énergie. Vous parlez d'énergie finale, et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler d'énergie primaire pour bien comparer les choses? Alors là, je vous ai montré des résultats qui sont des résultats sur l'intégralité de la France, tous les secteurs économiques, etc. Donc c'est plus simple de juste vous montrer les résultats en énergie finale. Mais bien évidemment, dans le bâtiment, se pose la question de regarder aussi du côté de l'énergie primaire. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes ou des sondages auprès du grand public pour savoir lequel est souhaité par la population? Parce qu'en fait, on sent qu'il y a une part individuelle, on doit faire des choix individuels, mais en définitive, ce sont des scénarios civiques, on va dire. C'est un choix collectif de la société. Est-ce que ça fait partie aussi de vos objectifs? Tout à fait. Si vous allez sur le site Transition 2050, vous verrez en fin de diaporama, on vous a fait toute une liste de ressources. Vous avez un des feuilletons, on appelait ça des feuilletons, les petites études complémentaires, enfin les études complémentaires qu'on a faites, qui s'appelle Mode de vie, où les collègues sociologues sont allés interroger un panel diversifié de 31 Français. Alors c'est un tout petit panel, c'est normal, ce n'est pas un sondage, parce que le sondage n'est pas une méthodologie adéquate pour réussir à faire rentrer dans les scénarios, etc. Donc on a fait plutôt du panel fin, pour aller comprendre comment ils réagissaient au scénario. Et puis aussi, question importante, les conditions de faisabilité de chacun des scénarios à leur sens. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire, c'est pas seulement se dire est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous va pas, mais c'est aussi si demain on doit le faire, quelles seraient pour vous les conditions associées. Et par exemple, là, j'anticipe un peu sur les scénarios, il y a beaucoup de mutualisation d'espace, etc. Ce que les gens nous ont dit, c'est moi, je ne me vois pas mutualiser mon espace s'il n'y a pas de règles associées. Des contrats, des règles, sinon c'est toujours les mêmes qui font l'entretien des espaces mutualisés, etc. Donc ce genre de conditions de faisabilité est aussi important à aller voir que la réaction première en fait, des gens sur les scénarios.
C'est effectivement, là, on a Walid Belzi qui nous parlait d'efficacité de scénario, mais en fait, c'est la faisabilité des scénarios. Est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins réalistes? Donc, est-ce que vous avez un outil de suivi, de progression, par exemple, de la population, suivant les scénarios, en vous disant, voilà, sur les 10 prochaines années, on va essayer de mesurer comment les gens évoluent et est-ce que les scénarios 1 et 2 deviennent accessibles ou pas? Alors pas à ce stade, on a à l'ADEME nos baromètres qui sont les baromètres classiques qui permettent de suivre la population sur un certain nombre de dimensions comportementales liées à l'énergie et à l'environnement. Donc ça nous permet de suivre ces grandes dimensions. On les a pas encore recalibrés, je ne sais pas si on le fera sur des dimensions très spécifiques liées au scénario de transition 2050. Bon, je vous redonne la parole pour poursuivre le débat. Puis donc, je dis au public, vous avez compris un peu comment on fonctionne. Donc, préparez vos questions pendant la suite de la présentation, puis on refera une petite pause dans quelques minutes. À vous la parole, Alban. Merci. Alors, on va s'intéresser maintenant à la méthodologie, comme on a fait spécifiquement sur le volet bâtiment de ces scénarios. Donc, on rentre sur le volet bâtiment. La méthodologie, elle est là. Elle a l'air toute simple. Elle est en 2 étapes. On s'est d'abord interrogé pour écrire des récits associés à ces scénarios, c'est-à-dire se dire, étant donné la philosophie des scénarios, que pourrait-il se passer dans le scénario 1, 2, 3, etc., sur toutes les dimensions du bâtiment, construction, rénovation, vie quotidienne, etc. Ensuite, on a modélisé ces récits pour voir un peu les ordres de grandeur associés. Et puis, on a itéré avec plein de collègues dans plein de champs différents. Par exemple, quand on mettait du bois dans la construction, il fallait s'assurer qu'on était en capacité de produire ce bois pour pouvoir que la ressource soit disponible, etc. Et tout ça, ça nous a donné nos scénarios. Et alors, en termes de modèles, l'idée n'est pas de rentrer dans l'intégralité des modèles. J'ai bien conscience que cette diapo est un petit peu épaisse, mais c'est juste pour vous montrer la grande logique de modélisation et puis les modèles associés. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas, bien évidemment, par la suite, si besoin. On a des modèles qui ont capté la consommation d'énergie, des modèles qui ont capté la consommation de ressources associées au scénario. Le premier, c'est la consommation d'énergie dans l'industrie, puisqu'on sait que le BTP, le bâtiment, a des incidences sur les consommations d'énergie de l'industrie. Et donc, les collègues de l'industrie, avec un modèle qui s'appelle Pepito, sont allés essayer de tracer ce qui, dans les consommations de l'industrie, était lié à l'activité du bâtiment. On a aussi fait un petit module sur la consommation d'énergie dans les chantiers pour voir ce que ça donnait. Et puis après, le gros du travail, c'est un dispositif de modèle qui s'appelle Antonio et Vivaldi. Vous voyez, il y a les deux. Antonio sur les logements, Vivaldi sur le tertiaire, avec chacun des petits compléments de modélisation. Alors, les compléments de modélisation, c'est des points sur lesquels on voulait me faire des focus spécifiques, sur lesquels il n'y avait pas encore une modélisation faite en France. Donc, sur le logement, les résidences secondaires, sur le tertiaire, les data centers. Vous le verrez, ce n'est pas anodin, les data centers, on y reviendra. Et ça nous donne la consommation d'énergie en phase d'usage du bâtiment. On a également été interroger plus spécifiquement les usages spécifiques avec un petit modèle qui s'appelle Use2. Les usages spécifiques, c'est tout ce que vous branchez dans de l'électricité, ce que vous branchez, l'électroménager, etc. dans les logements. Et puis, avec le modèle MICO, la climatisation. Sur les matériaux de construction, on allait voir ce que donnaient nos scénarios en termes de matériaux pour la construction neuve, pour la rénovation BBC. Et puis, on a aussi fait des calculs sur la consommation de bois globale dans les scénarios, donc à la fois sur la construction, la rénovation, et la rénovation pas que énergétique, on a pris aussi les cuisines, etc. On est allé voir l'impact en termes d'artificialisation des sols, de qualité de l'air, ça c'est encore en cours, donc ça sera publié dans quelques temps. Et puis, je vous montrerai aussi une diapo, on a fait tout un travail pour aller comprendre la vulnérabilité climatique à quelques grands aléas qui vont toucher les bâtiments de nos scénarios à 2050. Donc voilà un peu l'architecture de modélisation qui nous permet de vous présenter les chiffres qu'on va vous présenter dans un instant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Alors, là, on rentre peut-être dans quelque chose qui est plus complexe à appréhender directement pour des questions. J'ai une question qui réfère
au point précédent, au sujet précédent, qui est sur la question du temps, qui est très intéressante parce que le scénario 1 et 2 les scénarios 1 et 2 reposent sur l'évolution des mentalités. Ça ne se fait pas en 15 jours. On pense qu'on a une décennie au moins pour arriver là-dessus. Et scénario 4, c'est la R&D et ça ne va pas se faire en 15 jours non plus. C'est aussi du temps. Comment est-ce que vous avez intégré ces questions du temps dans votre propre réflexion? Alors, sur l'évolution des mentalités, je vous rejoins tout à fait. On est sur des choses qui sont de temps long. Dans le scénario 2, on intègre cette notion de temps long, on va moins vite que dans le scénario 1. Le scénario 1, il a du coup un statut un peu spécifique parce que on concentre ces évolutions. On se dit que potentiellement, on peut avoir des modifications rapides. Alors en plus, là, on est dans une période où on se dit que des évolutions rapides peuvent toujours être à la portée. Donc, qu'est-ce que ça donnerait si on avait ces évolutions rapides? Donc, c'est un peu retourner la question. Le scénario 2, il prend plus le temps de ces évolutions. Et puis, le scénario 4, les technologies, elles n'arrivent pas en 2030, elles arrivent un petit peu plus tard dans le scénario, le temps de les développer et de faire la R&D. Donc, on a pris en compte le temps de cette façon-là. Vous signalez néanmoins qu'en termes de temps, un des enjeux qui va se poser là très rapidement, c'est les engagements européens Fit for 55 qui posent, alors leur traduction à l'échelle de chaque pays n'est pas encore faite, mais à l'échelle européenne, une baisse des émissions de gaz à effet de serre, moins de 55% en 2030, c'est-à-dire dans 8 ans. À ce stade, seul le scénario 1 arrive à des réductions de cette ampleur en 2030. Donc, plus ça va, plus on avance quand on fait des scénarios et plus les courbes vont de plus en plus vite, puisque en fait, ce qui n'est pas négociable, c'est l'objectif. Donc, si on prend du retard sur l'objectif, la courbe s'accélère. Donc, ça pose des vraies questions démocratiques, de gouvernance, etc. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer maintenant dans des scénarios bâtiments. On va aller regarder de près ce qu'il en est pour nous. Donc, je vous redonne la parole. On a un gros morceau là qui arrive sur la construction neuve. Peut-être qu'on interrompra au milieu en fonction du nombre de questions. Donc, n'hésitez pas à poser votre question tout de suite sans attendre la fin du propos pour qu'on puisse faire ce petit échange au milieu du parcours. À vous la parole à nouveau, Alban. Merci. Alors, on va s'intéresser effectivement au scénario bâtiment. Après avoir vu la méthodologie, le volet bâtiment, première diapo sur les résultats globaux en ce qui concerne le secteur bâtiment. Et là, on est vraiment sur la phase d'usage du bâtiment. Donc, on est vraiment sur, on ne regarde pas la phase amont qui est prise dans l'industrie, la phase aval qui est prise dans les déchets. Là, on regarde ce que ça consomme quand on utilise le bâtiment. Alors, en termes climat, donc, on est sur l'année 2050 sur le graphique. Vous voyez que la bonne nouvelle, c'est que même dans un scénario tendanciel, les émissions baissent. Les émissions baissent parce qu'on fait de la rénovation, on introduit dans le parc des logements plus performants, enfin des bâtiments plus performants, on modifie les vecteurs énergétiques, etc. Donc, ça baisse. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça baisse absolument pas assez pour pouvoir nous mettre dans une perspective de neutralité carbone, puisque vous voyez, les émissions sont plus importantes que dans le S4, et déjà dans le S4, on a besoin d'avoir recours de façon importante aux puits technologiques. Donc, bonne et mauvaise nouvelle à la fois. Sur les scénarios 1, 2 et 3, vous voyez qu'on arrive à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui sont de on va dire, 98%. On est vraiment sur des émissions résiduelles des bâtiments. De façon un petit peu différente, le 1 et le 2 vont plus vers la baisse des consommations. Le 3 introduit, on consomme plus dans le 3, mais on décarbone plus les énergies qu'on utilise. Donc, du coup, on n'a pas le même équilibre à l'intérieur des scénarios, mais on décarbone de façon profonde les bâtiments. En termes d'énergie, vous voyez, on est là encore un peu comme dans les scénarios globaux sur des ordres de grandeur qui sont de moins 50% de consommation d'énergie finale du bâtiment en 2050 dans le scénario 1 et de moins 20% dans le scénario 4. Voilà pour se donner un peu les ordres de grandeur des grands résultats. Si maintenant on zoome sur la construction neuve,
Alors, un premier point à avoir en tête sur la construction neuve et qui est présent dans tous les scénarios et même dans le scénario tendanciel, c'est qu'on a une tendance de fond de la société française qui est le ralentissement démographique. Voir que sur ces 30 dernières années ou même depuis la Deuxième Guerre mondiale, la construction neuve a été drivée en gros par 3 grands facteurs. Le fait qu'on ait plus de monde, donc la croissance démographique, le desserrement des ménages, le fait qu'on vive à moins nombreux par logement, et puis la métropolisation qui a déplacé les besoins. Et donc du coup, il y a de la vacance dans des villes où on ne vit plus, et puis il y a des besoins dans les grandes métropoles. Là, il faut bien voir qu'il y a un des facteurs, qui est donc la croissance démographique, qui est amené à se tasser à 2050. Vous avez ici les dernières projections de l'INSEE qui montrent qu'on a un phénomène de tassement. Donc ça, c'est un signal fort pour la filière qu'il faut vraiment anticiper puisqu'on n'est plus dans le même contexte de croissance démographique que par le passé. Et puis en termes de desserrement des ménages, on sait qu'on a en gros, c'est les divorces qui ont desserré les ménages, pour le dire de façon extrêmement rapide. On est arrivé à un taquet sur ce phénomène social. Ce qui va prendre le relais, c'est le vieillissement de la population. On sait que plus on est âgé, en moyenne bien évidemment, plus on a tendance à vivre seul dans un grand logement. Et donc du coup, il va y avoir un enjeu autour du logement des personnes âgées qui est en fait un enjeu de transition et de transition écologique puisque ça pourrait créer un besoin supplémentaire de logement. Alors après, dans les scénarios, on a regardé des stratégies différentes autour de cette construction neuve, de ce besoin de logement. Comment est-ce qu'on répond aux besoins de logement? On peut y répondre soit en optimisant l'occupation du parc existant, soit en continuant comme avant, c'est-à-dire en construisant, soit carrément en déconstruisant et en reconstruisant une partie du parc. Donc vous avez 3 scénarios qui jouent sur ces cartes différentes. Le scénario génération frugale, c'est un scénario où on va essayer au maximum d'optimiser l'occupation de l'existant. Donc on essaye d'optimiser au maximum l'occupation des logements vacants, des résidences secondaires qui sont transformées en résidences principales, notamment pour des personnes âgées qui choisissent une de leurs 2 résidences. On augmente les pratiques de cohabitation, etc., etc. On baisse la part des maisons individuelles dans la construction neuve. Enfin voilà, on essaye d'optimiser la construction et puis l'occupation du parc. Dans le scénario 3, on a introduit ce qu'on a appelé un nouvel esprit haussmannien, c'est-à-dire la déconstruction ou reconstruction d'une partie du parc devenue obsolète pour plein de raisons, changement climatique, localisation, etc. Vous voyez, c'est déjà à l'œuvre dans les petites couronnes dans les premières couronnes des métropoles, ce phénomène où on va détruire à l'heure actuelle du pavillon pour construire du petit collectif. Dans un scénario de transition, on déconstruirait, on réutiliserait les matériaux, mais néanmoins, ce serait un peu la même logique à l'œuvre. Et puis dans le scénario 4, on poursuit les tendances, c'est-à-dire qu'on poursuit le fait qu'on a besoin de logements, on construit, on va pas essayer d'optimiser, etc. Et puis on garde la place de la maison individuelle. Ça nous donne quoi comme chiffre au final? Dans le scénario 1, on construit 4 millions de logements neufs entre 2015 et 2050. Dans le scénario 3, 12 millions. Dans le scénario 4, 10 millions. 12 millions sur 30 ans, c'est à peu près ce qu'on a fait par le passé. Donc vous voyez que dans un scénario 3, c'est parce qu'on a déconstruit et reconstruit qu'on a un niveau d'activité similaire, parce que de toute manière, il y avait ce tassement démographique qui joue à la baisse. En termes de consommation de matériaux, vous voyez qu'on n'a pas du tout sur la même ordre de grandeur entre un scénario 1 où on limite la construction neuve et un scénario 3 où on va reconstruire, même si on construit du collectif. Et puis, on parlait d'artificialisation des sols tout à l'heure. Là non plus, on n'a pas du tout les mêmes ordres de grandeur en termes d'artificialisation des sols. Donc voilà pour vous donner une idée des stratégies différentes dans les scénarios. Et ça provoque des impacts. En fait, ce volume de construction neuve, cette typologie de construction neuve, elle a des impacts en cascade sur les ressources, les matériaux et sur l'ensemble de la chaîne de valeur du bâtiment. Le premier graphique que vous avez en haut en vert, c'est la consommation de matériaux pour la construction neuve. Donc vous voyez, selon les scénarios, on a des volumes qui sont très différents. Sachant que le ciment, le sable continuent à être et les granulats continuent à être extrêmement présents dans la construction, malgré le développement de biosourcés.
Le schéma juste en dessous, c'est la demande de bois et de biosourcés pour le neuf. Là aussi, vous voyez que selon les scénarios, on a des taux de pénétration de biosourcés différents, mais on a des volumes qui sont très différents. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que le fait de limiter la construction neuve, ça permet un développement du biosourcé avec des ressources qu'on a sur le territoire, tout en ayant une gestion durable de la forêt. Donc cet équilibre-là, il est intéressant à aller regarder. Du côté de l'industrie, là aussi, on a des impacts assez différents, puisque vous voyez que les consommations d'énergie dans l'industrie liées au bâtiment baissent considérablement. Elles sont assez corrélées finalement au volume de construction, et de même sur l'artificialisation des sols. Ce qui veut dire que dans tous les scénarios, on a une baisse de la construction neuve à prévoir, même dans le scénario tendanciel en fait, et sauf dans le scénario 3 où on décide de déconstruire et de reconstruire. Et donc, tout ceci, c'est des évolutions à anticiper pour les acteurs, bien évidemment. Et c'est un travail qu'on a fait spécifiquement sur 11 acteurs de la construction neuve. Vous avez là-haut la petite image là, de l'étude spécifique qui a été faite sur le sujet. On est allé voir 11 acteurs de la construction, donc de toute la chaîne de valeur, depuis les fabricants de matériaux jusqu'aux bailleurs sociaux, etc. Pour voir comment est-ce que deux de nos scénarios, un scénario où on construit peu, le scénario 2, et à l'opposé, le scénario où on construit le plus, le scénario 3, auraient des impacts sur leur activité. Alors, dans les grandes évolutions anticipées, quels que soient les scénarios, donc il y a ce baisse du volume de la construction neuve, avec du coup la nécessité d'aller chercher des relais de croissance autour de la restructuration en masse de logements obsolètes ou vacants, de la conversion de tertiaires en logements, etc., la rénovation du bâti. Il y a aussi le fait que la conception devient de plus en plus multidisciplinaire au fur et à mesure qu'on prend en compte toutes les contraintes et les exigences nouvelles, la flexibilité des bâtiments, leur résilience vis-à-vis du changement climatique, le confort, etc. Il y a également l'idée qu'il va falloir investir de plus en plus dans la structuration de filières industrielles pour les matériaux bio, géosourcés et pour la décarbonation de l'industrie. Quatrième idée, le développement de la garantie de performance, qui dans tous les scénarios est un incontournable pour permettre d'assurer que ce qui est construit, ce qui est rénové, consomme pas plus que ce que ça doit. Et puis enfin, cinquième point, le développement de l'économie circulaire et de toutes les pratiques à la fois sur la récupération, le réemploi des matériaux et puis la conception de bâtiments qu'on peut réutiliser au fur et à mesure que les besoins changent. Voilà sur Merci. la construction neuve. Merci Alban. On fait à nouveau une petite pause puisqu'on va passer à la rénovation juste après. Je pense que pour une partie des participants, ils peuvent avoir ressenti une sorte de choc là. Ils n'avaient pas intégré, ou on n'avait pas tous intégré que quoi qu'il se passe, le nombre de constructions neuves doit baisser en valeur absolue. Et d'ailleurs, si on se réfère à la stratégie nationale bas carbone, qui est la traduction française de la COP21, c'est déjà écrit dans la SNBC. Dans quelle mesure vous vous êtes attaché à la SNBC et quels sont les scénarios qui sont les plus proches de cette stratégie nationale bas carbone? Alors, effectivement, la stratégie nationale bas carbone, c'est une stratégie, c'est un peu la trajectoire officielle que se donne la France pour atteindre la neutralité carbone. On est à l'heure actuelle dans la SNBC 2, donc c'était la deuxième fois qu'on la révise, et on est en train de la réviser pour faire une SNBC 3. Donc on est entre les deux. Nous, nos scénarios, ils servent de R&D pour la SNBC 3. Donc l'idée, c'est qu'on a produit 4 scénarios, comme ça, avec le ministère et puis les parties prenantes, on regarde les différentes hypothèses et puis on refait un choix à partir des scénarios existants. Donc on n'a pas comparé nos scénarios à la SNBC 2, mais par contre, on pourra comparer les scénarios à la SNBC 3. Et effectivement, comme vous l'avez justement fait remarquer, la baisse de la construction neuve était déjà quelque chose qui était dans la SNBC 2, puisqu'on avait ce premier ralentissement démographique qui avait été constaté. Là, ce qui se passe dans la SNBC 3, c'est que l'INSEE a remis à jour ses projections démographiques, elle les a publiées fin 2021, et donc on va avoir une nouvelle accentuation de ce phénomène.
Alors là, je vous ai parlé de demande de logement, mais on peut aussi parler besoin de neuf dans le tertiaire. On sait que les 2 branches tertiaires qui ont le plus construit ces 30 dernières années, c'est le bureau et les commerces. Or, si on se projette dans les 30 prochaines années, avec l'arrivée du numérique, etc., quelles sont les 2 branches qui vont être le plus impactées par le numérique? Le bureau, les commerces. Donc on sait qu'on a aussi un enjeu autour de la construction du tertiaire qui n'est pas négligeable et qu'il faut vraiment anticiper. Le réemploi, il est intégré dans la question de la construction neuve, donc l'utilisation de matériaux qui ne prélèvent pas des ressources sur la nature. Comment est-ce que c'est intégré dans ces questions-là? Alors, les chiffres que je vous ai présentés, c'est des besoins. Ça n'est pas du prélèvement brut sur les matériaux. Donc, c'est vraiment de combien on a besoin pour construire. On a par ailleurs introduit des taux de réemploi différents dans les scénarios pour voir un peu ce que ça voulait dire en termes de poids déchets des scénarios. Après, il faut bien voir qu'on est vraiment au tout début. En fait, calibrer des hypothèses sur ce sujet n'est pas simple. On a les objectifs de la filière REP, donc après on les a un peu multipliés par 2, 3. Enfin, on a essayé de voir si on accélérait ce que ça voulait dire. Donc vous retrouverez dans le rapport tout un développement sur les déchets du bâtiment. Et je pense que c'est des hypothèses qui sont amenées à être raffinées au fur et à mesure qu'on dispose de données d'observation plus fines. Et ça va avec quelques questions qui sont arrivées sur les matériaux. Est-ce que les ressources disponibles en matériaux de premier cycle, est-ce que c'est quelque chose qui a été intégré? On voit bien qu'on est dans le siècle de l'épuisement des ressources. Donc, il y a quand même quelque chose qui tourne autour de ça. Il y a des limites planétaires. Aujourd'hui, les gens commencent à connaître cette question des limites planétaires. Est-ce que vous avez pu les intégrer dans vos scénarios? Alors, le seul matériau sur lequel on a fait un rebouclage explicite, c'est le bois, parce qu'on était en capacité de chiffrer la production avec toutes les incertitudes liées aux impacts du changement climatique, etc., et la consommation. Les autres, on a juste produit le besoin de matériaux. Et donc, reste ouverte la question, effectivement, de ces matériaux sont-ils disponibles et à quel coût et dans quel pays, etc. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas regardées de façon explicite dans les scénarios. Et la terre crue, par exemple, le fait de venir prélever de la terre sur chantier et de l'utiliser c'est quand même des pistes qu'on voit plus qu'émerger aujourd'hui, qui commencent à s'installer nettement. Oui, alors effectivement, si vous avez bien regardé attentivement et encore non, là je ne vous ai pas donné le détail, mais dans le rapport vous avez le détail, vous ne verrez pas la terre crue pour une raison qui est qu'à l'heure actuelle, comme on construit assez peu en terre crue, on n'arrive pas à capter ces éléments-là dans nos modèles, parce que nos modèles, ils fonctionnent en ayant des maisons types. Et on a fait varier la part de la structure bois, etc., mais on n'a pas fait varier la part de la terre crue. Donc ça, c'est clairement un point qu'on pourrait prendre dans le futur, dans de futurs scénarios, en disant on introduit dans nos modèles des maisons types en terre crue et on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est un point avec de nos scénarios. Et pareil, sur le réemploi, c'est une filière qui est en cours de constitution. Il y a quand même pas mal encore d'éléments de blocage ou des éléments facilitateurs qui doivent se mettre en place avec les assurances, etc. Comment est-ce que vous avez intégré cette possibilité du réemploi de monter en puissance? Alors, on a des chiffres, on a fait des hypothèses. Vous le verrez dans le rapport. De mémoire, le scénario où il y a le plus de réemploi, c'est le scénario 3, parce que c'est le scénario d'efficacité, donc efficacité énergétique, efficacité matière, etc. Où on a aussi dans l'idée qu'on est beaucoup sur de la préfabrication, de l'industrialisation, ce qui permet aussi de mieux réutiliser, mieux concevoir pour réutiliser, etc. Mieux suivre avec le BIM, etc. Donc on a un chiffre de 20% de réemploi dans le scénario 3, mais comme je vous disais tout à l'heure, ce chiffre, il est complètement un peu comme toutes nos hypothèses. On pose des hypothèses, on les rend transparentes pour que les gens sachent à quoi correspondent les résultats, mais bien évidemment, en l'absence, en fait, la prospective, elle est de qualité quand on dispose de bonnes études d'observation et de bonnes études de potentiel.
La question du réemploi n'est pas encore un point sur lequel on dispose d'études de potentiel qui nous permettent de calibrer les hypothèses. Donc, on a fait les hypothèses, on les a rendues transparentes, on les affinera au fur et à mesure des années. Évidemment, quand on fait de la prospective, on a des variables et on a des données. Et il y a des variables qui peuvent être très importantes et qui sont aujourd'hui imprévisibles. La variable coût, il y a quelqu'un qui nous dit, mais une réduction du marché, ça peut provoquer quelque chose sur le coût. Comment est-ce que cette question du coût est intégrée? Parce qu'on sait que ça transforme les marchés. Hein. Une variation en hausse ou en baisse des coûts, là on voit ce que la hausse du coût de l'énergie peut provoquer comme arbitrage. Là, est-ce que vous avez pu intégrer ça? Parce que c'est quand même très volatile et très difficile à imaginer. Oui, alors on n'a pas fait de projection d'économie de la construction. Ça, c'est hors du champ du travail qu'on a fait. Par contre, on a capté ces dimensions lors du travail qu'on a fait sur les 11 acteurs de la construction neuve. Donc, c'est un travail qui est qualitatif. Mais la question était de savoir justement comment est-ce qu'on pouvait se repositionner étant donné des baisses de volume, etc. Et on met en évidence un enjeu qui ne va pas être simple pour les années à venir, qui est pour cette filière-là, de continuer à innover, parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'innovations à faire, mais dans un contexte de baisse de volume. Donc, on est sur des équations qui ne sont pas simples. On sait que cette filière, elle a été le fer de lance de l'innovation dans le bâtiment sur ces dernières décennies. Donc, on sait qu'elle est capable d'innover, mais il va falloir continuer à innover tout en, du coup, trouvant des relais de croissance, etc., en innovant à la fois sur le bâti neuf et aussi sur les modèles d'affaires. Et on va terminer toujours sur ces variables. Il y a le dérèglement climatique qui va provoquer des changements fondamentaux, des impacts divers et variés, y compris sur l'activité. Si l'été 2022 devient l'été de base et donc qu'on a des pics bien plus importants, sur des durées bien plus importantes, il y aura peut-être des activités qui ne pourront pas poursuivre leurs travaux pendant 1 ou 2 mois. Ça, c'est une chose. Et quelqu'un nous parle aussi de l'impact sur les migrations, par exemple. On peut pas imaginer combien il y aura d'habitants sur d'autres territoires européens dans 20 ans s'il y a des migrants climatiques qui sont obligés de trouver des régions tempérées. Comment est-ce que vous intégrez ces questions-là? Parce que là, pour le coup, c'est totalement... c'est presque de la créativité qu'il faut, mais on est moins dans le certain et dans le scientifique. Alors tout à fait. La question des migrations, c'est une question qui revient souvent parce qu'effectivement, on a dans l'imaginaire l'idée que on peut avoir des vagues migratoires importantes. Nous, on s'en est tenu aux chiffres de l'INSEE, des projections de l'INSEE qui intègrent un volet de migration. Qui bien sûr ne correspondrait pas à une vague migratoire extrêmement importante liée notamment au changement climatique, mais qui se justifie aussi par le fait qu'à l'heure actuelle, les grandes vagues migratoires, elles ne sont pas du sud au nord, elles sont du sud au sud, énormément. Et donc du coup, on a une majorité des mouvements migratoires, y compris ceux qui sont liés au changement climatique, qui se font du coup plutôt du sud au sud. Alors, savoir si ça peut évoluer dans les 30 prochaines années, bien évidemment, je n'en sais rien. Donc, je ne peux pas vous dire. Donc, on pourrait imaginer faire des scénarios de crise où on augmenterait le nombre de populations, etc. Là, on s'est tenu, mais ça ne pourrait. Enfin, il faudrait aussi peut-être multiplier les crises, etc. Là, on s'est tenu au cadrage démographique que nous donnait l'INSEE. Et une dernière question que je trouve très intéressante, et je vais l'élargir. Sur le référentiel, est-ce qu'il peut y avoir un référentiel en stratégie immobilière sur les locaux de travail de demain? Combien de mètres carrés on a besoin pour une personne qui travaille? Mais on peut l'élargir puisqu'on voit des raisonnements sur le logement. Combien de mètres carrés par personne? On voit par exemple les scénarios de négawatts qui repose, si je me souviens bien, sur 30 mètres carrés, qui serait un maximum par personne dans un logement. Et le raisonnement carbone, ils incitent à ce qu'un raisonnement carbone soit par personne occupant un logement. Est-ce qu'on peut avoir la même chose sur les bureaux, sur le tertiaire, en fait, d'une façon globale, se dire il y a un nombre de mètres carrés optimum? Alors, la question du nombre de mètres carrés, de la surface par personne, elle est clé.
ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur ces 30 dernières années, on est passé sur le logement en moyenne d'une vingtaine de mètres carrés à une quarantaine de mètres carrés par personne. Donc on s'est desserré. L'impact de ce desserrement en termes d'émissions carbone, il est équivalent à ce qu'on a gagné en rénovation et en introduisant dans le parc des logements plus efficaces. C'est-à-dire que pendant qu'on travaillait sur un sujet, il y en a un autre silencieux qui nous mangeait nos gains en émissions carbone. Donc il est hyper important ce sujet-là. Ça veut dire limiter la surface par personne. Bien évidemment, limiter la surface par personne, on pense tout de suite aux gens qui vivent dans 20 mètres carrés, qui disent mais moi pas du tout. Ça n'est évidemment pas sur les populations en surpeuplement qu'on peut faire peser cette demande-là, mais on peut réfléchir à, par exemple, vivre seul dans un grand logement quand on est une personne âgée, qu'on est loin des services, etc. Bien évidemment, c'est des enjeux qui sont sociaux, même émotionnels vis-à-vis de son logement, etc. Donc c'est loin d'être simple. Mais pourquoi pas réfléchir à améliorer la fluidité résidentielle des personnes âgées ou des personnes qui vivent seules dans des grands logements. Il y a sans doute une façon de mieux répartir la surface pour ne pas qu'on ait quelques personnes en surpeuplement et beaucoup de personnes en sous-occupation du parc. Un chiffre qu'on donne régulièrement, c'est quand on regarde le parc de logement, on a 10% de logements vacants, 10% de résidences secondaires et à peu près 30% de logements qui sont considérés comme en sous-occupation par l'INSEE. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de pièces plus important que le nombre de personnes par ménage. Donc on a à peu près 50% du parc de logement qui peut être considéré en sous-occupation. Donc se pose vraiment la question de comment est-ce qu'on utilise notre patrimoine bâti existant. Merci beaucoup. Là, ça reste une question un peu en suspens et on va aller regarder de près maintenant la rénovation. Je vous redonne la parole pour suivre votre propos, Alban. Alors, sur la rénovation énergétique, je pense que ce que je vais dire ne va pas vous surprendre, mais peut-être que les ordres de grandeur, eux, vont vous surprendre. Dans tous les scénarios, même le scénario 4, on a une accélération du rythme de la rénovation énergétique. Et par accélération du rythme, on entend deux choses. On entend une accélération du pourcentage du parc concerné, mais aussi une amélioration de la performance unitaire de chaque rénovation. Et pour avoir bien les choses en tête, vous voyez la deuxième ligne là que vous avez sur la diapo. Je ne pense pas que vous voyez ma souris, mais en termes de pourcentage de logements rénovés à un niveau BBC rénovation ou plus, c'est-à-dire passif, à l'heure actuelle, en 2015, on est à moins de 1% du parc. Dans le scénario 1 et le scénario 2, on arrive à 80% du parc en 2050. 70% dans le scénario 3. Donc on est sur des taux de rénovation, vous voyez, à la fois en termes de performance et de proportion du parc concerné, qui sont des accélérations drastiques du taux de rénovation. Sans rénovation et sans rénovation de cette ampleur, on ne boucle pas nos scénarios de neutralité carbone. Sur le tertiaire, vous avez la dynamique éco-énergie tertiaire qui est engagée, qui fait que dans un scénario tendanciel, on aura quand même pas mal rénové le tertiaire. Dans un scénario 1, on a introduit le fait que certains des non assujettis, donc moins de 1000 m², rénovent dans la même logique que le décret éco-énergie tertiaire, ce qui donne 80% du parc rénové en 2050. Mais vous voyez, on est sur des taux de rénovation qui sont extrêmement importants. En 2050, la quasi-totalité du parc de logement a été rénové à un niveau performant. Alors quand on dit 80% du parc, ça ne veut pas dire que les 20% restants n'ont absolument rien fait, mais c'est qu'il y a une partie qui, pour des raisons architecturales, ne peut pas atteindre le BBC, et puis une autre partie qui va être rénovée à des niveaux de performance, mais sans atteindre le BBC. Mais en gros, on est quand même passé sur l'intégralité des logements du parc. Et en termes d'ordre de grandeur de baisse de consommation, sur le chauffage, on est entre moins 60 à moins 75% par rapport à 2015. Donc c'est ça les ordres de grandeur. Donc je sais qu'à l'heure actuelle, on parle de moins 1 degré, moins 7%. Là, on est sur des ordres de grandeur qui sont 10 fois plus sur les scénarios. Sur l'eau chaude sanitaire, on est sur un ordre de grandeur d'environ moins 65% de consommation
Alors, on est toujours en énergie finale hein, par rapport à 2015. Le pendant, c'est la décarbonation de la chaleur. Les deux vont de pair. Et donc, du coup, dans tous les scénarios, vous avez alors à des degrés divers une disparition du fuel. Ça, c'est le premier point. Une baisse à des degrés divers du gaz, parce que le gaz, c'est un vecteur qui, à l'heure actuelle, est carboné. On sait qu'on peut le décarboner, mais en fonction de notre capacité à le décarboner, à produire du gaz vert, on va en produire plus ou moins. Donc, on en produit plus ou moins selon les scénarios. Et quand on en produit plutôt moins, on le réserve à des usages qui sont non substituables. Donc, l'industrie, les transports, pas le chauffage des bâtiments. Et donc, dans certains scénarios, on en produit plus, on peut se permettre d'en laisser dans les bâtiments. Dans les scénarios où on en produit moins, on retire le gaz des bâtiments. Vous avez également le développement, alors dans le scénario 1, on a mis beaucoup de bois. Dans le scénario 3, qui est un scénario très métropolitain, on a mis beaucoup de réseaux de chaleur. Et puis, une place grandissante de l'électricité. Alors, l'électricité, bien évidemment, pas par effet Joule, hein, par pompe à chaleur aérothermique, géothermique. On a des hypothèses différentes dans les scénarios. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'arrivée de la pompe à chaleur et la performance de la pompe à chaleur, elle tient principalement au fait qu'on ait isolé les bâtiments. Donc les deux vont ensemble, et ce qui permet de faire baisser la consommation et du coup d'électrifier en partie le chauffage. Donc voilà, sur la rénovation, je pense que c'est des choses que vous connaissez pas mal, mais je pense que c'était bien d'avoir en tête les grands ordres de grandeur associés au scénario. On voit surtout les grandes modifications qui sont à venir. Et certains ont été surpris de découvrir dans la RE 2020 un passage un peu du gaz à d'autres énergies. Et en définitive, on est dans une stratégie qui est logique par rapport à une stratégie bas carbone. Et donc, vous repointez toutes les modifications. On a une question qui est assez ancienne là, maintenant, depuis peut-être une bonne dizaine de minutes, de François Alemani, qui voulait savoir si, quand vous parlez de rénovation, alors vous l'avez un peu abordé en disant c'est rénovation BBC, mais pas pour tout le monde. Mais en fait, on sait qu'aujourd'hui, les rénovations, même celles qui sont aidées, ne sont pas des rénovations globales. Et on est loin d'atteindre le niveau BBC sur les 500 ou 700 000 rénovations qu'on a eues l'année dernière. Peut-être même qu'on est en dessous de 100 000. Donc, en fait, votre chiffre où on baisse de moins 70%, on est très, très, très loin d'être dans ce rythme-là aujourd'hui. Là, aujourd'hui, à cette étape, vous ne donnez pas de solution pour pouvoir arriver à faire des rénovations globales. Alors non, j'ai bien conscience d'être dans la situation confortable qui consiste à tracer des courbes, mais à pas dire comment y arriver. Mais par contre, je pense que la courbe, elle a pour mérite de confirmer que c'est bien par là qu'il faut aller, parce que sinon, on n'a pas des baisses de consommation ou des baisses d'émissions suffisantes dans nos scénarios. Enfin, vraiment, la rénovation, c'est le levier sans lequel on n'arrive pas à boucler les scénarios. Donc oui, tout à fait, on n'y est pas du tout. Et les scénarios nous montrent là où il faudrait être. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir ces ordres de grandeur. Uwe Brankamp nous dit à l'instant, nous rappelle à l'instant que dans le cadre du dérèglement climatique, il y a une part de réchauffement climatique, y compris l'hiver. On a des hivers moins rudes, peut-être qu'on aura encore des pics d'hivers très rudes, mais on a quand même globalement des hivers moins rudes. Est-ce que ça a été intégré aussi dans les besoins de consommation de chauffage ? Oui, on a un petit paramètre dans notre modèle Antonio qui permet de le faire. Alors honnêtement, c'est un début de quelque chose, hein, parce que toute la difficulté de la prospective, c'est de raisonner à l'échelle du parc avec toute la diversité du bâti. Et ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est des projections sur certains bâtiments, certaines typologies bâties, etc. Donc, il faut généraliser. Et donc, du coup, c'est très... Et ça relève d'un dire d'expert qui est compliqué. Mais on a introduit cette dimension-là et on a la possibilité de jouer dessus dans nos scénarios pour prendre en compte cette dimension. Merci. On va poursuivre. Je vous redonne la parole pour la suite. Je crois qu'il nous reste 1 ou 2 points. C'est ça. Alors, la vie quotidienne dans les logements, on va s'y intéresser avec 2 courbes. Donc, la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on entend derrière? C'est tout ce qui est électricité spécifique. Donc, comme je disais tout à l'heure, tout ce que vous branchez dans les logements, les ordinateurs, la machine à laver, etc. Et puis la cuisson, qui n'est pas tout le temps de l'électricité, mais qui rentre dans ce poste-là.
Pourquoi c'est important? Donc en France, on a de l'énergie électrique qui est décarbonée. Pourquoi c'est important quand même de continuer à baisser les consommations sur cet aspect-là? C'est que la transition, c'est une électrification d'énormément d'usages en dehors du bâtiment. Alors, dans le bâtiment, le chauffage, bien évidemment, mais aussi les véhicules électriques, et cetera, dans l'industrie, de l'électrification et donc du coup, une augmentation de la demande globale potentiellement d'électricité et donc des tensions sur le réseau. D'où l'intérêt d'aller voir ce qu'on peut faire en termes de baisse de consommation d'électricité dans les logements, enfin dans les bâtiments d'une façon générale, mais là on va zoomer sur les logements. En termes donc de marge de manœuvre, vous voyez sur le premier graphique sur la gauche que donc selon les scénarios, on est dans des univers très différents en 2050. Le scénario 1, c'est celui qui va le plus loin possible sur la sobriété et honnêtement, on est allé très loin. C'est-à-dire que, par exemple, on baisse drastiquement le taux de possession de sèche-linge. Donc on se dit que, on va sécher notre linge à l'air libre plutôt que d'utiliser l'électricité pour le faire. Ce qui veut dire, et qui n'est pas anodin dans le domaine du bâtiment, qu'on a conçu des bâtiments avec des espaces où on a la place de faire sécher son linge. On a réorganisé nos bâtiments pour faire sécher son linge. Donc en termes architecturels, ça a des incidences. Enfin, mais vous voyez pour ce type de réflexion qu'on a eu dans le scénario 1 et qui nous permet de baisser de moitié ces consommations par rapport à 2015. À l'opposé, dans le scénario 4, on s'est dit, alors certes, on va gagner en efficacité sur plein de trucs, mais on va aussi tout laisser brancher tout le temps et en veille pour que tout communique l'un avec l'autre. Donc votre frigidaire enverra un texto avec la liste des courses à votre conjoint, voire carrément commandera directement et vous serez livré par drone. Bref, c'est un peu le narratif du scénario 4. Et par ailleurs, on peut imaginer que on va avoir plein de nouveaux objets. Plein de nouveaux objets. Si on regarde 30 ans en arrière, ce qu'on avait dans nos cuisines, ce qu'on avait dans nos logements et qu'on regarde maintenant, on s'aperçoit qu'on a multiplié le nombre de choses qu'on branche. Et donc, on peut très bien imaginer qu'on continue ça. Donc, vous voyez, vous avez le min, le max là sur la diapo. Ce qui est important d'avoir en tête également, c'est que cette sobriété ou cette non-sobriété du quotidien, elle a des impacts en dehors des logements et notamment sur la consommation des data centers. Et vous avez donc sur la diapo la consommation liée aux data centers dans les différents scénarios, où vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même histoire sur des scénarios 1 et 2 où on limite le volume de données et sur un scénario tendanciel qui est celui en bleu ou des scénarios 3 et 4 où soit on suit la tendance en termes de volume de données qui est prédite par la littérature, soit on la modère un peu et on fait un peu plus d'efficacité par rapport à ce qui est prédit. Mais vous voyez qu'on est sur des courbes exponentielles qui nous feraient passer d'environ 3 TWh en énergie finale à l'heure actuelle à, dans un scénario tendanciel, plus de 30. Donc c'est vraiment non négligeable. Cette question du numérique qui dématérialise et qui du coup dont on ne voit plus les impacts, mais qui se reporte sur les data centers. Deuxième point à avoir en tête quand on parle de vie quotidienne, il y a 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est la consommation, le niveau de consommation. Le deuxième enjeu, c'est quand a lieu cette consommation d'électricité. Et dans tous les scénarios, on a, à des degrés divers, introduit des hypothèses de flexibilité des usages. Le scénario 3, c'est là où il y a le plus de NR, donc c'est là aussi où il y a le plus de flexibilité. On a de la flexibilité sur l'eau chaude, sur le chauffage, sur les produits blancs, sur aussi la pilotabilité des véhicules électriques, enfin de la recharge, et puis aussi sur l'isolation du bâti. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le bâti isolé, c'est un élément de flexibilité parce qu'on peut se permettre de ne pas chauffer à certains moments. Le bâti continuera, grâce à son inertie, à assurer le confort. Et donc, selon les scénarios, on a des taux de flexibilité différents, mais qui sont tous bien plus importants que ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc là aussi, ça soulève des questions sur, par exemple, la pilotabilité des produits blancs. On sait que le moment auquel on lance une lessive obéit à plein de contraintes de la vie quotidienne, de la vie familiale, du télétravail, etc. etc., etc. Donc, c'est des modifications de vie quotidienne à avoir en tête. Je passe à un autre sujet totalement différent, les puits carbone dans les matériaux. Vous voulez pas qu'on fasse une petite pause là-dessus? Si vous voulez.
Alban, parce qu'il y a une ou deux questions sur, notamment, je pense qu'il faut creuser un peu ça, cette question de l'effet rebond. Vous l'avez presque évoqué tout à l'heure sur la question de la surface. On a gagné plein de choses, mais en fait, on a tout ce qu'on a gagné, on l'a perdu en accroissant notre surface par personne de 20 à 40 mètres carrés. Et sur la consommation énergétique, en fait, ce que nous, on a vu, étudié, c'est qu'il n'y a pas de limite au confort. Et donc, si on peut consommer, vivre à 23 degrés, on fera tout pour pouvoir vivre à 23 degrés. Et si donc on a bien isolé son logement, ben, il y a un effet rebond qui fait que là où on a gagné en efficacité énergétique, on le perd en consommation. Et donc, comment est-ce que vous avez intégré cet effet du comportement humain de l'effet rebond? Alors, dans tout ce qui est électricité spécifique, effectivement, on a cette idée d'effet rebond dans les scénarios où on a beaucoup d'efficacité, mais où finalement cette efficacité se fait absorber par la multiplication soit des usages, soit des équipements. Donc, scénario 3, scénario 4, clairement, on peut dire qu'on a un effet rebond qui est à l'œuvre. Sur la question du chauffage, on a été en partie rassurés par les résultats de l'étude PerfinMind que vous connaissez peut-être, qui était l'instrumentation d'une centaine de maisons individuelles qui ont été rénovées BBC, pour voir un petit peu ce que ça donnait en termes d'effet rebond. L'effet rebond n'est pas si important que ça. La bonne nouvelle aussi, c'est que quand on dérive de 10% de consommation sur quelque chose qui consomme très peu, finalement au volume, à la fin, ça consomme très peu. Et donc, du coup, on n'a pas introduit d'effet rebond dans la modélisation des rénovations. D'accord. Et l'autre point, je crois avoir compris derrière une question qui portait sur l'occupant résilient, qu'il y a derrière la question du confort, et ça revient à peu près au même que l'effet rebond, le confort d'été. Et derrière le confort d'été, il y a cette question de la climatisation. On est arrivé dans un état limite où on s'est tous retenus à ne pas utiliser la climatisation chez soi. Il y a encore beaucoup de bureaux en France où il n'y a pas de climatisation, mais quand on regarde les standards internationaux, on voit que la climatisation risque de s'installer. Est-ce que ça a été étudié dans vos scénarios ? Tout à fait. Je ne vous ai pas mis là les chiffres pour des raisons de place, mais vous les avez dans le rapport. On a fait une modélisation spécifique sur la climatisation justement parce qu'on voulait savoir ce que ça allait donner. Et on a introduit des hypothèses de plus ou moins grande sobriété. Alors, ce qui peut faire débat quand on présente les résultats, c'est qu'on a décidé d'équiper tous les logements de climatisation pour passer les périodes de canicule. Ce qui fait la différence entre les scénarios, c'est donc pas tant le taux d'équipement, mais le taux d'utilisation, le nombre d'heures, à quelle température on déclenche la climatisation. Et ça a un impact extrêmement important. On a des consommations très différentes entre les scénarios 1 et 2 et les scénarios 3 et 4. Donc on voit qu'on a vraiment un impact du comportement d'utilisation de la climatisation sur les scénarios. Et par ailleurs, on le voit également dans cette étude, la PerfinMind, que le confort d'été, c'est extrêmement dépendant de la façon dont les occupants utilisent, encore plus que le confort d'hiver, utilisent les bâtiments, ferment les volets, font de la surventilation nocturne, etc. Donc tous ces aspects-là, effectivement, sont extrêmement importants à prendre en compte. Et ça me fait penser à ce que ce travail a été corrélé avec les scénarios de RTE, donc de capacité de production énergétique de la France. Est-ce que les deux sont en connexion ou c'est un peu séparé ? Alors, dans le travail, nous, on a fait notre propre travail en fait de simulation, de modélisation du système énergétique. Donc, c'est un travail qui est similaire à celui de RTE et qui permet, et c'est là aussi, c'est la raison pour laquelle on a dû introduire des hypothèses de flexibilité, etc., pour pouvoir savoir comment on équilibre un réseau électrique. Très bien. Alors, il nous reste deux parties importantes, les puits carbone et puis l'adaptation. Donc, on va essayer d'aller relativement vite. Hein. On vise 12h30 pour terminer notre présentation. À vous, Alban. Alors, les puits carbone, vous allez voir, c'est assez rapide. Quels sont les puits carbone dans les bâtiments ou dans les produits bois et leur place
dans les puits carbone généraux dans les scénarios. Alors, je vous ai mis sur la diapo une des hypothèses, parce que alors, nos modèles, ils ont plein d'hypothèses en fonction des typologies constructives, etc. Donc, c'est compliqué d'en prendre un, mais en gros, les modes constructifs bois dans le neuf, selon les typologies de bâtiments, selon les scénarios, vous voyez qu'on est jusqu'à 50% dans le 1 et jusqu'à 20% dans le scénario 4. Voilà les hypothèses qui nous ont permis de calculer la demande en bois. Et ensuite, les collègues qui travaillent sur la forêt, etc., ont fait les calculs en termes de puits carbone. Et donc, vous voyez, le puits carbone lié au produit bois, c'est la petite partie en rouge en haut de chacune des colonnes qui donc représente une partie faible des puits carbone naturels en 2050 dans la biomasse et dans les sols. Dans les scénarios en général. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête, c'est-à-dire que quand on parle contribution du bâtiment à la neutralité carbone, et ça reboucle sur la question de l'artificialisation des sols, certes, dans les produits bois, on peut stocker du carbone, mais la non-artificialisation reste quand même d'ordre 1 en termes de stratégie. Voilà rapidement sur les puits carbone. On peut passer directement au point suivant. Très bien. Et de la même façon, assez rapidement sur l'adaptation au changement climatique, et il y a un rapport entier sur la question si vous souhaitez en savoir plus, mais juste pour se donner quelques idées. Ah ben voilà, je vous les avais mis là, la clim. Je pensais que je ne vous l'avais pas mis. Mais, on a regardé, on a projeté le parc à 2050, et puis on a regardé, en croisant avec des cartes d'aléas climatiques à 2050, la proportion du parc qui était concernée par quel aléa. Là, je vous ai mis que les vagues de chaleur. On a regardé aussi le retrait-gonflement des argiles, etc. Et donc, vous voyez sur le graphique qui est en rouge là sur la diapo, on s'est mis dans 2 scénarios climatiques, le RCP 4.5 qui est le scénario optimiste et puis le RCP 8.5. Là, je vous ai mis le RCP 8.5, donc c'est celui qui est le moins optimiste. Mais vous le voyez que la proportion du parc qui va être soumis à des risques très importants de vagues de chaleur augmente considérablement à 2050, quel que soit le scénario. Dans un scénario RCP 8.5. Donc, on a devant nous cette question de la vague de chaleur à gérer. Et c'est la raison pour laquelle, donc, on peut reprendre la l'explication sur la clim. On a introduit la climatisation, mais un recours différencié à la climatisation. Donc, vous le voyez là sur la diapo, ça donne des résultats très différents entre des scénarios où on a un recours sobre à la climatisation et des scénarios où on a au contraire un recours plus généralisé à la climatisation. Voilà pour un des impacts du changement climatique et bien évidemment, si la question du retrait-gonflement des argiles, etc. vous intéresse, n'hésitez pas. Alors, je vous ai mis les ressources. Voilà, vous avez toutes les ressources sur le site internet, vous pouvez aller les voir. Je pense que ce qui est important à dire aussi sur les questions d'adaptation au changement climatique, c'est que dès 2022, là, ou dès 2023, il faut réfléchir à la rénovation du bâti, à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation. Donc, regardez aussi les cartes retrait-gonflement des argiles, etc., vagues de chaleur à 2050, quand on fait une rénovation pour intégrer ces éléments-là dans la stratégie. Et il y a une page de remerciements, je crois, juste après. Tout à fait. Voilà, l'ensemble des collègues qui a travaillé et des personnes hors ADEME qui ont travaillé sur ces scénarios pour que vous voyez l'équipe dans son entier. Merci beaucoup. Alban, on va peut-être proposer en même temps à Benoît Lacroix, directeur régional adjoint de l'ADEME Pays de la Loire, et Jérôme Legal de venir nous rejoindre pour un dernier échange. Une question qui est arrivée là tout à l'heure sur la suite. Est-ce qu'il est prévu un renouvellement régulier de ces scénarios et y compris pour intégrer la réalité? Par exemple, on parlait de rénovation globale. On peut parler aussi d'événements extrêmes. Donc, intégrer cette réalité-là et adapter les scénarios en fonction de ça. Est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que vous avez prévu des rendez-vous réguliers? Alors, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire, mais peut-être dans quelques mois, on pourra vous en dire plus. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas explicitement prévu.
Ça a mobilisé quand même 2 ans les équipes ADEME, donc c'est sûr que l'actualisation, est complexe et sera pas si régulière que ça. Il a été envisagé à un moment donné de voir à régionaliser en fait, ces scénarios, mais ce qui n'est pas non plus une tâche, aisée, même si on voit bien qu'aujourd'hui, les politiques régionales en tout cas peuvent influer, beaucoup sur ces différents scénarios selon, les croissances démographiques qu'on a actuellement dans certaines régions par rapport à d'autres et donc, effectivement il faut pouvoir, prendre en compte les résultats de ces scénarios, mais c'est pas la bonne parole. C'est-à-dire qu'il faut voir comment ils ont été, construits et Jessica Alban a présenté, je pense, très, très bien et savoir derrière les interpréter dans le contexte régional qui est un peu différent parfois du contexte national. Alors, vous parlez là de déclinaisons régionales, et il peut y avoir aussi des déclinaisons plus spécifiques à la profession. On sait que le plan bâtiment durable a été sollicité pour travailler sur des scénarios bas carbone, qui sont donc un des éléments de tout ce que vous avez abordé. Est-ce qu'il y a vous avez été sollicité pour travailler avec eux? Je crois qu'ils vont présenter les premières pistes, les premiers résultats le 3 octobre prochain à Batimat. Donc, je voulais voir comment tout ça, ça pouvait rentrer en connexion. Les feuilles de route, la feuille de route décarbonation du cycle du bâtiment, c'est une feuille de route dont l'élaboration a été demandée par la loi climat et résilience. Et donc, le plan bâtiment durable et le CSTB pilotent ce travail-là. Et donc, on leur a fourni des chiffres pour caler les ordres de grandeur. Ce qui est très intéressant à avoir en tête sur cette feuille de route, c'est qu'elle est bien sur le cycle de vie entier du bâtiment. Donc, on va aller aussi regarder ce qui se passe dans l'industrie, etc. Là, les chiffres que je vous ai présentés vous donnent des premiers ordres de grandeur. Il y a vraiment un enjeu à réfléchir en termes de cycle de vie dans son ensemble. On le sait, le bâtiment neuf consomme peu, et c'est une bonne nouvelle en phase d'usage, mais la grande partie des émissions carbone viennent de la phase amont. Donc, ce travail, il va s'intéresser vraiment à l'intégralité du cycle de vie. Jérôme Le Gall, tu disais tout à l'heure que en tant que chef d'entreprise, ces questions t'intéressaient et vous essayez, comme tout entrepreneur, à intégrer les uns et les autres ces questions-là. Qu'est-ce que tu retiens de cette heure et demie qu'on a passée ensemble sur les scénarios de l'ADEME? Je voulais remercier Alban Gaspard. Moi, franchement, j'ai trouvé le message très, très clair. Ça ouvre plein de questionnements. Je pense qu'on a tous envie de creuser les sujets. J'ai bien aimé l'image. En tout cas, je suis content que vous avez appelé ça la R&D, la stratégie nationale bas carbone version 3. Je crois qu'on est bien là. Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est que nos politiques, là, ceux qui vont écrire la SNBC, je ne me rends pas compte de leur niveau. En tout cas, je sais que vous avez été très clairs, donc j'espère qu'ils seront capables d'utiliser vos scénarios pour choisir, parce qu'après, on attend du politique aussi au moment de faire des choix. Et ça va loin d'être évident, mais il va bien falloir en faire. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont systémiques. Ce que j'ai surtout retenu, en tout cas, c'est que la rénovation, dans les 4 scénarios, il y a un gros sujet sur la rénovation, sans douter, mais il est vraiment, on peut le lancer dès maintenant. Celui-là, au moins, il n'y a pas de choix. Et donc, quand on parle d'ailleurs d'innovation, j'ai tendance à dire le scénario 4, la première innovation qu'il faudrait qu'on mette peut-être sur la table, c'est celle autour de la rénovation. Je pense que là, on peut mettre des moyens parce que je pense qui dit réa, on sait que c'est plus compliqué que le neuf. Et donc, si on peut aider les entreprises, toute la chaîne, à pouvoir rénover plus facilement à des coûts mieux maîtrisés, je pense que c'est quand même un des gros enjeux, en tout cas très rapides, qu'on peut lancer au niveau de l'État, c'est de nous aider à rénover rapidement nos parcs. Parce que manifestement, c'est déjà la première étape essentielle. Après, les 4 scénarios, évidemment, chacun trouvera un peu sa couleur, mais on passe. D'un côté, c'est plus une innovation sociale, et l'autre, c'est plus une aventure plutôt techno. Bon, certainement que la réalité est entre les deux. Alban, peut-être le mot de la fin. Écoutez, n'hésitez pas, là vous avez les ressources sur les diapos, n'hésitez surtout pas à aller regarder les différentes ressources. On a bien conscience qu'on a produit beaucoup de pages, mais normalement le chapitrage est suffisamment clair pour que vous puissiez retrouver les sujets qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas. L'étude complète, elle fait combien de pages pour savoir son accessibilité Alors, le rapport principal fait 600 pages, mais le chapitre bâtiment n'en fait que 50.
Et ensuite, vous avez les différentes autres ressources. On a essayé au maximum que les rapports thématiques fassent une 40aine de pages à chaque fois avec une synthèse, ce qui permet de regarder rapidement les sujets qui vous intéressent. Et c'est en accès libre, tout le monde peut télécharger les 600 pages ou les 50 spécifiques au bâtiment. Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup à toutes et tous. Et donc maintenant, c'est à nous de jouer, non? C'est ça? Pour mettre toutes ces questions en œuvre. Bonne journée, bon appétit. Merci, au revoir. Merci, au revoir.